bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan lecture du mois de novembre et j'avoue que c'est un mois où j'ai pas mal lu. Parfois j'aurais du DNF mais ça c'est un autre sujet. Puisqu'au mois d'octobre je me suis mariée et du coup c'est vrai que ça a été un peu le branle-bas de combat et mon rythme de lecture était pas ouf. Là j'ai vraiment retrouvé une espèce d'envie de lire. Donc bah écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite aux statistiques comme d'habitude. C'est un total de 13 livres, ça me paraît énorme sur ce mois de novembre avec aucun DNF. Sur ces 13 livres, il y en a 2 qui ont été écoutés en audio pour un total de 39 heures de lecture. Et au niveau des genres, ça a été vraiment de tout et n'importe quoi. On a eu 2 fantasy, 3 thrillers, 1 contemporain, 3 fantastiques, 2 cozy mystery, 1 roman SF anticipation et une romance. Pour le coup, vraiment éclectique au niveau des genres. Par contre, au niveau de la tranche d'âge, on est sur 12 adultes et 1 young adulte. Sur ces 13 livres, il y en a eu 8 qui sont sortis cette année, donc une majorité de réception de services de presse, de nouveautés, voilà, ou même d'achat de ma part de nouveautés. Ce qui est assez concordant avec d'habitude. D'habitude, on est quand même sur une majorité de livres récents et quelques livres un peu plus anciens. On passe donc au point saga et il a été rythmé. Puisque j'ai commencé 2 nouvelles sagas, j'en ai continué 3, mais j'en ai également terminé 2. Ça c'est hyper chouette, mon nombre de sagas terminées cette année. Franchement, je suis hyper satisfaite de moi sur mon objectif que je vous avais donné au début de l'année de vraiment faire du gros tri dans mes sagas, d'avancer. Voilà, je suis vraiment très satisfaite de moi. On en reparlera évidemment, bien entendu, dans la vidéo qui sera dédiée, qui apparaîtra sur vos écrans en début d'année. En général, c'est aux alentours de la première ou deuxième semaine de janvier que je vous fais ces vidéos sur voilà, mon bilan des sagas. Mais je peux déjà vous dire que je suis très contente de moi. J'ai fait un super travail cette année et voilà, pas peu fière. À titre d'information, je vais vous présenter des livres que je vous ai déjà chroniqués, puisqu'en général, bon je ne l'ai pas fait au mois de décembre, mais en général je vous fais un update à mi-mois, histoire de vous faire des chroniques sur les livres que j'ai lus, que ça fasse pas 13 chroniques de livres dans une seule vidéo, que ce soit un petit peu indigeste. Donc je vais vous présenter juste 2-3 phrases ces livres-là. Si jamais vous voulez mon avis complet, évidemment, je vous renvoie à la vidéo update lecture. Et donc, dans les livres que je vais pas vous chroniquer aujourd'hui, j'ai lu en novembre le dernier tome de Vampiria, le Requiem des souvenirs, qui a été une petite déception pour moi, puisque j'ai trouvé que l'auteur a voulu un petit peu tout caser, tout faire rentrer, et malheureusement ça avait cette impression de vouloir passer à autre chose et c'est dommage. J'ai également continué dans la saga La femme de ménage avec le 2e tome, Les secrets de la femme de ménage, qui était une, ma foi, plutôt bonne lecture. Ça reste pas la saga du siècle, mais c'est hyper addictif et donc je vais essayer en tout cas de lire le tome 3 pour la fin de l'année. Ensuite, j'ai passé plutôt un bon moment, même si bon, c'était clairement pas le livre de l'année, c'était pas le livre le mieux écrit, mais je sais pas, ça m'a apporté tout le réconfort dont j'avais besoin. C'est donc évidemment le Pumpkin Spice Latte que vous avez vu partout. Et en effet, c'est pas le livre le mieux écrit de la Terre, mais écoutez, pour l'utilisation que j'en avais et le besoin que j'en avais, c'est-à-dire du réconfort, du doudou, du small town, et ben ça fait le taf. Ça a clairement fait le taf. Donc je lirai le tome 3 qui est sur Noël, là, ce Noël, et enfin pendant le mois de décembre, parce que du coup je vous ai fait une vidéo pendant le mois de décembre, tous les 2 jours je tire au sort une de mes lectures de Noël et je la lis. Je sais évidemment quels livres font partie de ce calendrier de l'Avent, mais je ne sais pas dans quel ordre, puisque c'est mon mari qui a choisi l'ordre de lecture. Et dedans il y a du coup le 3e tome, et le 2e on m'a dit qu'il se passait en été, mais en fait les Américains dès le mois d'août, ils sont en mode fall, décoration d'automne et tout machin, ils sont déjà en plein mois d'août, alors que chez nous c'est quand même déjà début septembre. Donc je pense que je dirais fin août, début septembre, histoire d'être un petit peu dans les deux ambiances, à la fois encore été, mais aussi ambiance un petit peu automnale avec les cinnamon rolls. Voilà, je le lirai à cette période-là, de toute façon c'est des one-shots. Enfin, c'est des one-shots, ça fait partie de la même ville, mais c'est pas très grave si on le lit dans le désordre, donc voilà, je le lirai pas cet automne. De toute façon, l'automne est fini dans ma tête, et au niveau des saisons calendaires, bientôt fini. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le dernier V. Schwab que je m'étais gardé vraiment, parce que V. Schwab c'est une de mes autrices préférées, j'ai un hôtel à sa gloire, limite, juste ici, et je n'ai pas été déçue, j'ai passé un très bon moment. Ce n'est pas mon livre préféré, mais je peux comprendre les ressemblances avec Addie Larue, même si ce sont des ressemblances très particulières. J'ai une réflexion là dessus sur mon update lecture, vous me direz ce que vous en pensez. Et j'ai également écouté du coup pour le coup Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera, publié chez Charleston. C'est une histoire
très belle, très douce, que j'ai mis du temps à apprécier parce qu'au début un des personnages ne me plaisait pas et finalement j'ai fini en pleurs, donc je peux que vous le conseiller. J'ai été un peu mitigée sur Dernier meurtre au bout du monde de Stuart Turton, publié chez 10-18, parce que il y avait des très bonnes choses, mais il y avait aussi énormément de longueur, à l'instar de La traversée du Sahara d'âme, qui m'avait vraiment donné cette impression de long et de trop de blabla, pas grand chose. Donc voilà, je continuerai à tester Stuart Turton, mais je retrouve pas la magie qu'avaient les 7 morts d'Emily Hardcastle. Voilà, je retrouve pas la magie, c'est dommage. Et enfin, des livres dont je vous ai déjà parlé, une grosse déception avec cette nouvelle Graveyard Shift de ML Rio, alors que j'avais adoré. If We Were Villains, là clairement j'ai eu l'impression que c'était 140 pages pour rien. Je me suis clairement ennuyée et je me suis dit que j'aurais dû plus écouter les avis de mes copines qui avaient eu des grosses déceptions et ne pas tenter cette nouvelle qui clairement pour moi n'a servi à rien. Voilà, maintenant je vais vous parler du coup un petit peu plus en détail des livres que je ne vous ai pas encore chroniqués. Et le premier que j'attrape, c'est Les Muses d'Alex Michaelides, publié chez Le Livre de Poche. D'ailleurs, je me rends compte que j'avais oublié mon marque-page dedans, ça aurait été dommage, parce que je ne sais pas encore si je vais garder ce livre. Alors, dans Les Muses, de quoi on parle? On va suivre une jeune femme qui s'appelle Mariana, qui est thérapeute, qui est d'origine grecque, et sa petite nièce Zoé va l'appeler parce que il y a eu un meurtre, enfin du moins il y a une personne qui est morte, on voudrait dire que c'était pas un assassinat, enfin bon bref, on sait pas trop. Et elle l'appelle parce que elle connaît cette fille, que cette fille fait partie d'un groupe de jeunes femmes qui donc étudient dans une université prestigieuse, parce qu'on est à Cambridge, et qui sont sous voilà l'emprise un petit peu de leur prof de latin et grec ancien, qui est très séduisant, qui est très charismatique et tout. Et du coup, elle va lui demander de l'aide et Marina va arriver et enquêter un petit peu. Ma foi, c'est un thriller psychologique. On est un petit peu sur de la Dark Academia, pas complètement, mais un petit peu. Mais on est surtout sur un thriller psychologique que j'ai trouvé vachement chouette. J'étais très embarquée dedans. Le twist m'a pas complètement convaincue. Et je pense que c'est ça qui laisse cette impression de c'était bien, mais c'était pas exceptionnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas... Voilà, je pense qu'il y a des choses qui étaient un petit peu tirées par les cheveux, qui étaient un peu trop grosses et j'ai pas été convaincue pleinement par la fin. Cela dit, c'était un livre avec une ambiance très très chouette, très voilà, Dark Academia. C'est pas de la Dark Academia, mais c'est une ambiance Dark Academia avec cette université, avec ce rapport un petit peu à l'art, aux langues anciennes, au théâtre, à la mythologie grecque, avec vraiment tout un truc autour des mythes en fait, et l'utilisation des mythes et les projections qu'on fait dans la vie réelle par rapport aux mythes. Vraiment, c'était très intéressant. L'enquête était plutôt chouette. C'est juste vraiment la fin où j'étais genre j'aurais peut-être pas fait ça. Voilà, c'est tout. Sinon, ma foi, c'était quand même une bonne lecture. Donc, je ne sais pas encore si je vais la garder ou pas, mais c'est pas une déception non plus. Un livre qui m'a laissé aussi un petit peu cette impression de mais. Alors, c'était pas non plus mauvais. En fait, c'était pas mauvais, c'était juste pas ce à quoi je m'attendais. Moi, quand je vois Quand vient la sorcière de T.Kim Chercher Verso, avec ses arbres et tout machin, je m'attends à un truc vraiment sorcière, vous voyez, sorcière avec les bois, avec les formules magiques et compagnie. Et en fait, pas trop. Alors, vous me direz, si j'avais lu correctement le résumé, enfin du moins si je m'étais souvenu du résumé la deuxième fois que j'ai vu le livre et que je l'ai demandé, peut-être que c'est un petit peu ma faute. Quand même, je m'attendais à plus de sorcellerie, alors que là on est plus sur de l'historique fantastique, avec donc une jeune fille qui est un peu prisonnière de sa mère. Alors elle l'emprisonne pas vraiment, mais en fait sa mère elle a des pouvoirs de persuasion, elle va les utiliser pour atteindre ses fins, atteindre ses buts, qui ne sont pas toujours éthiquement corrects, et qui sont même jamais éthiquement correctes. Et du coup, en fait, sa fille, elle cautionne pas du tout ce qui se passe, elle cautionne pas du tout les actes de sa mère, elle se retrouve un petit peu malgré elle au milieu de tout ça, forcée parfois de participer alors que vraiment elle a pas du tout envie. Avec, voilà, un cœur beaucoup plus bon en fait que celui de sa maman. Et donc sa maman va trouver un espèce de riche homme un peu pas escroquer, mais prendre sous son aile pour devenir riche, pour être à l'abri du besoin, et elle va encore utiliser ses dons de persuasion, et sa fille va en avoir un petit peu marre. Et il se trouve que sur place, la sœur de ce fameux monsieur et une autre personne, mais ça je vous en dis pas plus, vont lui donner une espèce d'échappatoire, elle va se sentir en sécurité, elle va les prévenir et ils vont tout faire pour essayer d'arrêter du coup sa maman. On est vraiment sur un roman d'émancipation, d'enfants prisonniers, d'enfants forcés,
de faire des choses parce que c'est la famille. Or, il faut distinguer la famille du bien, je pense, parfois, dans certaines situations, dans beaucoup de situations même. Et là, on est vraiment sur ce parent qui a une emprise sur son enfant, un petit peu comme un parent qui va menacer son enfant si il fait pas ci, il fait pas ça, de lui couper les vivres. Voilà, on a cette pression psychologique sur l'enfant qui va en plus avoir des sentiments un peu contraires parce que à la fois il en veut à son parent parce que son parent est pas, enfin, n'agit pas comme il faut, il n'agit pas bien. Et en même temps, il y a ce côté, c'est quand même quelqu'un de son sang, de sa famille, voilà, c'est son parent en fait. Et dans cette dualité en fait de ressenti, de sensation, et plus ça va aller, plus notre personnage elle va tendre à vouloir s'émanciper et se dégager des griffes de sa mère qui sont mauvaises et prendre sa propre voie en suivant ses propres principes moraux. Et en cela, c'était vachement bien. Mais voilà, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à plus de sorcellerie, à plus de spooky, de machin. Alors qu'en fait, très peu. Très très peu. Et le côté persuasion peut être aussi transposée juste à quelqu'un qui est un grand orateur, un arnaqueur, voilà, et c'est pas forcément du pouvoir. Et du coup, j'avoue que j'étais un peu frustrée. Je m'attendais à plus de sorcellerie et il n'y en avait pas assez à mon goût. Du coup, c'était pas une mauvaise lecture, mais je sais pas, il m'a manqué ce côté très 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 ancré sorcière. Peut-être aussi que j'avais envie de ça et que je l'ai pas retrouvé, du coup ça m'a frustrée, mais voilà, c'est tout. Après, il y a quand même cette ambiance un petit peu sombre, un petit peu gothique, un peu spooky, même si on est surtout sur de l'historique. Mais voilà, j'étais un peu déçue, mais pas non plus déception, genre c'était genre vraiment j'ai pas aimé, c'était juste pas ce à quoi je m'attendais. Je vais vous parler de deux petits Cozy Mystery à la suite parce que j'en ai un petit peu le même ressenti. Le premier, c'est 7 suspects de Cathy Watson, publié chez Cherche Midi. C'est la saga Les Trois Dahlia avec 3 protagonistes qui ont pas du tout le même âge. On a une vingtenaire, une quinquaire et une octogénaire, il me semble. Et les 3 ont pour particularité d'être des actrices et d'avoir interprété un célèbre personnage qui s'appelle Dahlia Lively, qui est dans sa popularité, dans voilà sa façon d'être tournée et compagnie, un petit peu un clin d'œil à Miss Marple écrite par Agatha Christie. Et donc ces 3 actrices, elles se sont rencontrées dans le premier tome lors de la lecture un petit peu du script du nouveau film avec donc du coup la plus jeune qui arrive. Et depuis, eh bien, elles ont un petit peu des morts un petit peu partout, donc elles vont mener l'enquête un petit peu comme leurs alter ego. Et donc là on est sur le 3e tome et on va être sur un cold case où l'une des jeunes filles qui s'appelle Caro, qui est celle du milieu, donc la quinca, aurait pu aider à faire emprisonner quelqu'un qui n'était pas finalement coupable. Et donc ça va lui tenir à cœur de, au regard des nouveaux éléments, essayer de vraiment trouver ce qui s'est passé et découvrir. Donc elle va demander de l'aide à ses 2 copines, voilà, ses 2 acolytes. Et c'est comme ça que va commencer cette histoire. Ma foi, c'était comme tous les romans de cette saga que je trouve très qualitative, vraiment sympa. L'enquête était intéressante, le côté cold case, moi ça m'a beaucoup plu, c'est vraiment quelque chose que je recherche. Je me rends compte dans les romans, séries, à chaque fois qu'on est sur des vieilles affaires non élucidées, je suis vachement prise. On a regardé une série qui s'appelle Les Dossiers Oubliés, je crois, avec un acteur d'ailleurs très sympa, très charmant aussi, mais très sympa. Et c'est aussi des vieux dossiers, voilà, on l'a regardé un petit peu en même temps que je lisais ça. Donc j'étais un peu dans la thématique cold case. C'était chouette. En plus dedans, on a aussi un festival du roman, parce que du coup, cette fameuse Caro, elle est devenue romancière, elle écrit des romans policiers en s'inspirant de leurs aventures, et ça fait un petit peu un petit clin d'œil, parce qu'on pourrait dire que du coup c'est Caro qui écrit les histoires qu'on lit. Mais je sais pas, par rapport aux autres, je l'ai trouvé un peu moins. Voilà, c'est tout ce que j'ai à lui reprocher. Je l'ai trouvé moins palpitant, moins entraînant, moins... je sais pas, moins dans la dynamique des 3 qui ont vraiment des façons de penser, des façons d'être éduqués aussi qui sont complètement différentes et qui doivent vraiment voilà, se mettre d'accord. Je sais pas, je l'ai trouvé moins. Voilà, c'était pas mauvais, c'était une bonne lecture, mais je l'ai trouvé moins. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti avec Crime sur les planches, une enquête de Flavia Delus d'Alan Bradley, le tome 2 donc publié chez Verso. Je l'ai trouvé moins. Alors là, on est sur une ambiance complètement différente. On a une jeune fille qui a, je sais plus, 11 ans, 12 ans, qui me fait beaucoup penser à Mercredi Adams parce que, alors pas dans le sens trop gothique non plus, mais elle fait des potions. Elle fait de la chimie.
Elle est un peu bizarre, elle est un peu à part, personne ne l'aime trop parce que elle aime pas le rose, elle aime pas les trucs, les petits nœuds dans les cheveux et tout machin. Et du coup, en ça, elle me fait beaucoup penser à Mercredi Adams. Une manière de parler aussi qui est très directive, très ta. Et du coup, cette jeune fille, elle est un peu toute seule, elle a que voilà, son petit labo de physique-chimie qui lui fait du bien. Elle a perdu sa maman, avec sa sœur, elle s'entend pas, sa sœur, elle qui est très girly et tout. On est juste après la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Et donc du coup, on va suivre cette jeune fille avec une narration qui est très particulière, puisque on parle d'une enfant, on a des réflexions d'enfants qui sont formulées, mais ça reste quand même destination, je trouve, d'un public assez adulte. C'est pour ça que c'est un petit peu bizarre. C'est à la fois pour les enfants et aussi pour les adultes. Dans la narration, c'est très particulier, mais en fait, vu qu'on est à la première personne, un récit à la première personne, bah forcément, on a une narration un petit peu plus enfantine dans la manière de penser, dans les mots employés, donc voilà, mais ça reste quand même pour un public adulte. Enfin, c'est très particulier. Et j'avais vraiment accroché avec ce premier tome, j'avais trouvé hyper frais, hyper rafraîchissant, avec une héroïne un peu gothique, un peu particulière, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et ce tome-là, là on va suivre un spectacle de marionnettes, et il y a du coup le marionnettiste qui va se faire électrocuter en plein spectacle. Et je sais pas, je l'ai trouvé moins bien, moins palpitant, moins décalé, et sur certains trucs, ou alors peut-être que juste je m'étais habituée au personnage et du coup il y avait moins ce côté nouveauté qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et surtout, je veux dire, quand la mort arrive au milieu du livre, c'est un peu long. C'est un peu long parce que du coup le côté enquête est vraiment délaissé et c'est dommage. Voilà, moi je suis pas partisane du fait que la mort arrive si tard. Donc ce livre-là, il m'a laissé aussi un goût de moins bien et j'attends de voir le 3e tome. Mais du coup, si le 3e tome ne me convainc pas, je suis pas sûre de continuer la saga. Voilà. Une saga par contre que j'ai terminée avec grand plaisir, enfin. J'ai l'impression que c'était... ça allait jamais finir. Il s'agit du Sorceleur. Ça y est, j'ai terminé le Sorceleur. Le running gag est terminé. Donc là, c'est La Dame du Lac, le livre 7. J'étais persuadée d'avoir un tome hors série dans ma pile à lire. Et en fait, je ne l'ai pas du tout. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que ça suffit. J'en ai assez fait les frais. Le Sorceleur, j'aimais beaucoup au début. Et plus ça allait, plus je trouvais les livres longs, mais longs. Et là, qu'est-ce que c'était long. Les 100 premières pages étaient plutôt chouettes. Je me suis dit, ouais, ça y est, ça avance. De toute façon, c'est le dernier tome, donc on va être sur bataille, sur bataille, sur bataille, sur bataille. Et en fait, après, il y avait un ventre mou, les gars. En fait, c'est ça que je reproche à cet auteur. Déjà, les chapitres, ils font 70 pages. Ça me saoule. Il y a que Robin Hobb qui a le droit de faire des chapitres de 70 pages. Je vous le dis, il y a que elle qui a le droit. Et c'est parce que c'est extrêmement qualitatif. Là, vraiment, tous ces changements... En plus, c'est des chapitres de 70 pages pour rien. Parce que toutes les 3 pages, on a ce genre de truc là, qui en fait... Alors, tac, tac, tac... Qui en fait veulent dire qu'on change de personnage et de lieu. On n'arrête pas de switcher en fait. C'est hyper agaçant. C'est hyper agaçant parce qu'en plus du coup, dans un match-up, on a 3 points de vue et en fait... Et ça dure 70 pages comme ça. C'est chiant. Je déteste ça, vraiment. Je trouve ça pas du tout agréable, pas du tout aéré. Le confort de lecture, vraiment zéro. Par contre, l'histoire en elle-même, elle est plutôt chouette, même si elle est longue. L'univers, il est incroyable. Enfin, en fait, il y a plein de choses que j'aime bien dans cette saga et plein de choses où je suis là, genre. Et donc, je suis très contente d'avoir enfin terminé ce livre parce que je l'ai trouvé vraiment trop long. Trop long. Comme les 2 derniers. En fait, les 3 derniers livres de la série sont très longs. Les 4 premiers sont super chouettes, vraiment, je les ai adorés. Ensuite, c'était long. Et donc, je suis contente d'avoir terminé cette saga. J'ai du coup, vu que j'avais terminé, regardé la série, qui s'est clairement dépréciée depuis le départ d'Henri. Ça, même au-delà de l'acteur qui vraiment a zéro charisme. Et c'est pas que, voilà, parce que c'est pas Henri. Parce que en regardant la série avec mon mari, on a trouvé 3-4 acteurs qui auraient été très bien pour reprendre le rôle. Mais là, ça n'allait pas du tout. Ils ont dénaturé le personnage complètement. Lui, mon mari, il est fan des jeux vidéo. Moi, j'ai lu les livres et j'étais alors, c'est qui ce Gérald? Ce n'est pas Gérald. Ils ont tout combiné en même temps et c'était très bizarre. Enfin, il y avait plein de choses qui allaient pas et je pense qu'Henri a bien fait de quitter la série. Voilà, tout simplement. Donc, le Sorceleur, c'est terminé. J'ai gardé, sans faire exprès,
en plus le meilleur pour la fin. Oh le coup de cœur, oh là là le coup de cœur incroyable, un de mes plus gros coups de cœur de l'année, c'est La Voix éternelle, donc le premier tome, La disciple du corbeau d'Antonia Hodgson. C'est un livre incroyable. Voilà, on suit une jeune fille qui s'appelle Kira, qui est érudite et qui va être appelée par l'empereur, puisqu'en fait vous avez un système où c'est pas héréditaire à la place de l'empereur, tous les 23 ou 24 ans, il y a un tournoi et la personne qui gagne va être élue empereur. Voilà. Et ensuite, ça recommence. Pour cela, vous avez 8 gardiens un petit peu célestes, qui sont un peu des espèces de divinités. Et chaque gardien va avoir son espèce de famille, d'école, voilà. Enfin, pas école, mais son clan. Et chaque clan va proposer un candidat. Nima, du coup, qui est notre érudite, elle fait partie du clan du corbeau. Et elle va être appelée par l'empereur parce que voilà, va y avoir les épreuves, qu'elle est érudite en chef, qu'elle fait partie de l'organisation un petit peu. Et puis le jour où la candidate du corbeau est morte assassinée, il va lui demander de prendre la suite, d'être la nouvelle candidate du corbeau pour découvrir ce qui se passe, découvrir qui a tué cette candidate et mener l'enquête de l'intérieur. Alors, ça combine les épreuves, le côté un peu académique, parce qu'elle est érudite, le lore incroyable avec toutes ces divinités, les animaux de compagnie très drôles, puisque, alors, c'est pas vraiment un animal de compagnie, mais elle a la représentation du corbeau qui l'accompagne tout le temps d'une certaine façon, j'en dis pas plus, qui est très drôle. Il y a un humour que j'adore dans ce livre, très pince-sourire, très cinglant, que vraiment j'ai adoré. La tournure, voilà, la façon dont c'est écrit, dont c'est raconté, la façon dont on parle notamment le corbeau, j'ai adoré. Il y a du mystère, il y a une enquête, il y a plein de choses. C'était génial. Franchement, c'était génial, j'ai adoré, c'était palpitant, c'était plein de retournements de situation, des retournements de situation qu'en plus je n'avais pas vu venir, alors que d'habitude, je vous avoue qu'après avoir lu un nombre considérable de livres de fantasy, je vois souvent les choses venir, j'avoue. Et alors là, je me suis pris une claque. En plus j'étais en lecture commune, j'ai envoyé des messages genre « Quoi ? Mais il s'est passé ça, mais c'est pas possible, mais quoi ?» Et la personne qui était en lecture avec moi, Elise d'ailleurs, je te fais un coucou, pareil, était là genre mais c'est trop fou, c'est surprenant et tout. Et en fait ce livre est vraiment très surprenant, mais que dans le bon sens. Il a pas de faille que j'ai en tête là. Je ne trouve pas quelque chose à redire sur ce livre. J'ai trouvé génial. Rythme, histoire, contenu, lore, personnage, tout était top. Et j'ai passé un excellent moment. Et en fait la seule chose qui me chagrine, c'est que le tome 2 ne soit pas sorti et qu'il ne sorte pas avant un petit moment, parce qu'il n'est même pas encore écrit en VO. Donc voilà, c'est la seule chose qui me chagrine de ce livre que j'ai trouvé exceptionnel. Donc je ne peux que vous conseiller mille fois La Voix éternelle. Vraiment allez-y, vous ne serez pas déçus. On est arrivé à la fin de ce bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji de corbeau, puisque voilà, Disciple du corbeau, c'était vraiment the lecture de novembre, voire une de mes meilleures lectures de l'année. On en reparle dans le bilan de l'année. Mais franchement, je n'ai pas encore fait le bilan dans ma tête des meilleurs livres de cette année, mais à mon avis il est dans le top 3, voire il est top 1, je sais pas encore. Ah non, peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas il est dans le top 3 je crois, c'est sûr. Voilà, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez envie de me soutenir gratuitement, un petit commentaire, un pouce en l'air, ça aiderait énormément ma chaîne. Merci beaucoup de tout votre soutien vidéo après vidéo. Et écoutez, moi, en attendant la prochaine lecture, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous!